Bonjour groupe, comment ça va? Jean-François Sénéchal, votre prof. Semaine 5 de votre cours éthique et professionnalisme. Comment ça va? Bienvenue à votre podcast préféré où chaque semaine, vous êtes plusieurs à le faire. Là, on se rencontre, on se parle une fois par semaine, puis j'espère que ça vous aide tout ça, ces petites capsules audio. Sinon, ben faites-moi signe. Parce que si ça sert pas à grand-chose, on arrêtera tout ça. Puis je consacrerai mon temps à d'autres choses, mais en même temps, je suis convaincu là, des bénéfices de ces alternatives, ces pistes alternatives là, pour vous donner du contenu de cours. Donc, content de vous retrouver chaque semaine, toi et moi, hein, où je peux te parler plus directement puis te trouver là où tu es. Écoutez, avant toute chose, les TP1, donc c'est fait, les TP1. Donc, nous sommes lundi en ce moment. J'ai tout corrigé. Tout, hein? Pas mal, hein? Est-ce que vous allez écrire ça sur Spotted de Laval? Spotted du Laval? Allez écrire ça, là. Non, c'est pas vrai. Allez pas écrire ça. En même temps, ça peut servir de leçon, là, c'est-à-dire que lorsque le travail est bien fait, lorsqu'on décide d'assumer les tâches qui nous incombent et qu'on le fait bien, hein, pas pire comme correction, ben, lorsqu'on fait ce genre de travail, lorsqu'on assume ça, ben, ce travail reste invisible. Voilà, ça aussi, parce que les choses, lorsqu'elles sont bien faites, restent souvent invisibles. Et parfois, des choses doivent être faites. Pourquoi? Parce qu'elles doivent être faites. Et si là, ici, vous reconnaissez un argument déontologique, mais bravo, vous avez fait le tour. Vous commencez à faire des liens avec les différentes notions du cours. Donc, TP1, c'est fait. J'ai fait la correction. Et pour chaque travaux que vous m'avez remis, ben, je vous ai remis une grille de correction que j'ai patiemment remplie. Bon, c'est pas si long que ça. J'ai commenté aussi vos textes. Certains sont rougis d'un bout à l'autre, puis d'autres quasiment rien. Ça dépendait là, du travail que j'avais à faire pour vous réaligner. Voilà. Donc, concernant la justesse, peut-être de la correction, il y en a certains qui seraient prêts peut-être ou qui aimeraient avoir quelques dixièmes de points supplémentaires ou qui se sont trouvés trop sévèrement ou durement corrigés. Ben, ça arrive. Moi, j'essaie de faire la correction la plus juste possible, mais en même temps, je ne suis pas à l'abri des erreurs aussi, sinon de la fatigue dans certains cas. Malgré qu'à la fin, les 5 derniers, là, équipe 28, 27, tout ça, là, c'était quand même bien. Mais en même temps, je peux me tromper, donc dans la correction. Donc, si vous voyez des problèmes, de légitimes imperfections. Ben, drôle de prononciation. De légitimes imperfections pour la correction. Ben, faites-moi part, puis écrivez-moi un court courriel. Écrivez-moi pas là, un long courriel. Là. J'en reçois assez. Un petit courriel là, en disant le critère pour lequel vous avez été trop sévèrement noté, puis la note que vous auriez méritée. Puis quelques raisons aussi, là, pas juste on a mis beaucoup d'efforts. Là. Oui, mais en même temps, des efforts, les notes ne sont pas pour les efforts, sont plutôt pour savoir si vous avez bien respecté les critères annoncés. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi un court courriel au besoin. Sinon, ben bravo, le TP1 est fait. Le TP1 est assez facile en même temps. Hein? Ça peut se faire en quelques heures. Certains l'ont compris, là, qui ont fait ça juste la dernière journée, puis c'est correct. En même temps, c'était pour tester les équipes. Mais le TP2, je vous avertis, il sera plus long. Puis, ben, pourquoi pas le commencer tout de suite? Hein? Dès cette semaine, sinon dès ce week-end. Un long travail, donc commencer le travail le plus tôt possible. Autre sujet, ben, vous étiez plusieurs en classe la semaine dernière et plusieurs ont participé à notre caout. Donc, un caout épique. C'était le fun. C'était le fun, donc bravo aux gagnants. Là. Donc, en 5e position, il y avait William Bruno. 4e position, Tristan Morin. 3e position, Harold Wilson Toucam Zanjo. 2e position, Charles-Alexandre Côté.
Et le gagnant, la gagnante, la très grande gagnante, Catherine Fortier. Donc, bravo, une belle bataille en classe. Transpiration et stress, c'était au rendez-vous. Donc, j'espère que vous êtes remis de vos émotions. Puis, faites attention, parce que ça se peut qu'il y ait d'autres caots pendant la session. Je le dis comme ça. Mais en même temps, c'était le fun. Donc, courage aux déçus, à celles et ceux qui auraient aimé gagner un caout. Il y en aura d'autres. Donc, votre vengeance sera un repas qui se mange froid. Soyez simplement patient, ça s'en vient. OK, aujourd'hui, module 5. Donc, on va aborder dans le module 5 l'histoire du professionnalisme. Vous racontez une histoire parce que vous connaissez la ritournelle, là, comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ce sera notre mantra pour le module 5. Donc, c'est très pertinent comme réflexion ici maintenant. Vous commencez déjà à avoir une ébauche de c'est quoi le professionnalisme, mais aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire, on va retourner dans le temps pour vous faire connecter, retrouver les traces de vos ancêtres. Donc, est-ce que vous êtes prêts à partir à l'aventure avec moi? En tout cas, c'est un voyage dans le passé là, que je vous ai réservé aujourd'hui. Peut-être prélude. Donc, savoir d'où l'on vient. Savoir d'où l'on vient. Hein? C'est une vieille sagesse, la plus. Peut-être l'histoire qui illustre peut-être le mieux cette belle sagesse, c'est l'histoire d'Édipe. Hein, connaissez-vous Édipe? Du complexe d'Édipe, peut-être en psychologie, que vous avez peut-être croisé ça, mais ça vient de la tragédie grecque. Donc, Édipe dans la pièce Édipe roi. C'est là où j'aimerais commencer notre histoire. On va retourner aussi loin que ça, puisque, rappelez-vous, Édipe, hein, on parle de savoir d'où l'on vient. L'histoire de ce classique de la tragédie grecque, ça nous rappelle bien là, l'importance de ce savoir d'où l'on vient. En fait, si vous vous rappelez de l'histoire, sinon, je vous la raconte un peu, tiens. Édipe, il va aller au temple de Delphès. Donc, il y a la peste là, qui sévit un peu partout dans son village, puis dans son monde, je dirais. Puis, Édipe va aller voir l'oracle de Delphès. Peut-être avez-vous entendu cette vieille phrase « Connais-toi toi-même ». Mais pour la philosophie, là, connais-toi toi-même, je dirais que ça incarne peut-être l'entreprise générale de la philosophie au sens large. Là, se connaître soi-même, c'est aussi connaître l'humanité, donc et comment elle est, comment nous sommes. Puis Édipe se rend voir l'oracle, puis il questionne, puis l'oracle lui dit, avec son ton d'oracle, tu vas tuer ton père et tu vas coucher avec ta mère. Donc, parle-moi d'une belle révélation. Donc, Game of Thrones n'a pas tout inventé, là. Donc, tu vas tuer ton père, tu vas coucher avec ta mère. Drôle d'oracle qui lui fait ce genre de prédiction-là. Puis Édipe le sait. Hein, il a été abandonné, il ne connaît pas son identité. Ça reviendra aujourd'hui dans le thème du cours. Il ne connaît pas son identité, comme Édipe. Puis Édipe, ça va le mener à sa perte. Pourquoi? Parce que Édipe, on se rappelle de l'histoire, il va rencontrer un inconnu sur la route, puis il y a une dispute avec cet inconnu, puis il finit par tuer l'inconnu. Il va l'apprendre un peu plus tard, mais l'inconnu, c'était Laios, hein, son père, parce que lui avait été adopté, donc ne connaissant pas son identité. Il ne sait pas c'est qui son père, il ne sait pas c'est qui sa mère, donc il croise un individu sur la rue, un inconnu. Puis une bagarre commence, puis il tue un inconnu qui est son père. Puis aussi dans l'histoire, rappelez-vous, Édipe va avoir l'énigme du Sphinx. Vous savez l'énigme du Sphinx? Vous avez sûrement déjà entendu cette énigme-là. Là. Il se lève le matin, il a 4 pattes. Au midi, il en a 2, puis au soir, il en a 3. Ça fait partie des énigmes de la Sphinx. Puis si vous ne savez pas la réponse à l'énigme, vous ferez votre effort pour la trouver. C'est toujours le fun, un énigme, de trouver soi-même la réponse.
Puis Édipe, en triomphant de la Sphinx, ça lui donne le droit d'épouser la reine de la ville, la reine étant la belle Jocaste. Et bon, il va se marier avec Jocaste, puis il va coucher avec Jocaste, puis il apprendra un peu plus tard que Jocaste était aussi sa mère. Donc, voilà, savoir d'où l'on vient. Hein, Édipe, à la fin de l'histoire, désolé pour les images graphiques que je vais vous proposer là, mais en même temps, c'est de la tragédie grecque, pourquoi pas. Édipe, à la fin de l'histoire, s'arrache les yeux. Ben oui, n'en pouvant plus de ce savoir, avoir tué son père, avoir couché avec sa mère. Donc ici, il y a tout le parallèle avec la connaissance, se couper de la vision, ne plus voir la lumière qui est aussi un symbole de connaissance. Mais là, je m'égare dans l'analyse de cette histoire de notre très cher Édipe. L'important, c'est la leçon. Connais-toi toi-même, savoir d'où l'on vient. Pourquoi? Ben parce qu'on veut pas que ça finisse aussi mal qu'Édipe, peut-être. Donc, voilà. D'où l'importance de vous raconter un peu cette histoire du professionnalisme aujourd'hui, vos origines, d'où vous venez, dans quelle voie vous allez faire bientôt vos premiers pas. En classe, donc, demain mardi, je vais vous raconter l'histoire du professionnalisme. Et à partir de la littérature pertinente, j'ai quelques études sociologiques à vous présenter. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre demain en classe, sinon sur Zoom. Puis sinon, n'oubliez pas d'écouter l'enregistrement ou de visionner plutôt l'enregistrement de cours. Dans ce podcast, j'aimerais vous raconter l'histoire du professionnalisme, mais à travers le récit de Georges A. Legault. Donc, vous savez, Georges A. Legault, qui a écrit l'ouvrage principal du cours. D'ailleurs, je vous invite à lire les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Legault pour justement enrichir et préciser votre compréhension de l'histoire du professionnalisme au Québec. Mais pour cet enregistrement audio, je vais vous raconter de façon condensée. Évidemment, là, je ne passerai pas 2 heures de podcast, mais je dirais qu'en 20 minutes, je vais essayer de vous raconter peut-être un peu plus. On va voir. Je vais partir mon chrono. Êtes-vous prêts? Je vais vous raconter l'histoire du professionnalisme. On se donne 20 minutes. Prêt? C'est parti. OK, l'histoire du professionnalisme que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire qui est racontée par Georges A. Legault. Lui encore, qui vous raconte l'histoire du professionnalisme. On va commencer son histoire entre 1930 et 1950. Donc, c'est là le bond, quand je vous dis on retourne dans le passé, on ne retourne pas si loin que ça. Mais c'est quand même un bond de presque 100 ans. Que se passe-t-il 1930-1950? C'est la Deuxième Guerre mondiale. Je dirais que c'est peut-être votre jalon le plus important ici. Là, on va retourner à cette époque. Et pour bien connecter, je dirais, avec l'histoire du professionnalisme, c'est important de faire des liens aussi avec votre histoire personnelle. Donc, pour vous, imaginez-vous vos grands-parents peut-être. Hein? Donc, vos grands-parents, ils viennent de naître. Donc, ce sera ça le lien personnel que vous ferez avec l'histoire du professionnalisme. Ce sera l'histoire de vos grands-parents et arrière-grands-parents. Grands-parents, de mon côté, c'était grand-père, c'est François qu'il s'appelait, d'où Jean-François. Je pense que j'ai hérité de son prénom. Puis mon autre, du côté de ma mère, Silvio. Voilà, Silvio et François. Je les salue là où ils sont. Vos ancêtres, vous en avez aussi, vos grands-parents, parents. 1930, on parle peut-être plus davantage des parents de vos grands-parents. Donc, vos grands-parents viennent de naître, mais vos arrière-grands-parents, ils sont en train de travailler. Et que font-ils? Ils sont comme vous. Hein, ils sont passionnés de science, de rigueur, de faits.
Puis, il tente de construire nos villes, nos routes. On construisait des usines, on exploitait nos forêts, nos terres. Puis, qu'est-ce qu'on faisait? Ah, ben, on balisait notre nouveau coin du monde. Hein, on défrichait, mais on mettait aussi des clôtures. Un petit clin d'œil à nos arpenteurs géomètres. Donc, baliser le home, notre chez-soi. C'est ce qu'on tentait de faire, le définir, le créer et le baliser. Puis, vos grands-parents ou plutôt vos arrière-grands-parents ont décidé de s'associer. Donc, plusieurs d'entre eux faisaient de l'ingénierie, étaient notaires, étaient avocats, étaient médecins peut-être. Et ils ont décidé de s'associer autour de valeurs, de projets communs, de champs d'expertise communs et se regrouper sous forme d'associations, de corporations. Et le modèle de structure de l'époque, c'est le modèle religieux. Donc ça, c'est le modèle, hein, c'est ce que Legault nous dit. Au début, les professionnels se sont associés sous forme de structure qui ressemblait à un modèle religieux. Hein? Donc, on adhère à un groupe, puis pour faire partie du groupe, hein, Legault nous dit la structure qu'on met en place, ça ressemble, c'est calqué un peu sur le modèle d'ordination là, ou le modèle religieux à l'époque, c'est-à-dire que on se regroupe, on fait une promesse solennelle. Donc, imaginez nos anciens ingénieurs, avocats, arpenteurs, médecins, là, notaires, ils se regroupaient sous forme d'association. Pour faire partie de l'association, il y avait une promesse solennelle. Donc, on faisait une promesse. On allait avoir une quête ensemble. On allait faire partie d'un ordre, un peu comme les prêtres, hein? Hein, les ordres religieux puis les ordres professionnels. Dans la structure, il y a vraiment il y a plusieurs liens qu'on peut tisser. Puis même dans la façon de concevoir son adhésion à une profession, si on était religieux, on parlait de la vocation, hein, l'appel. Vocation, c'est ce que ça veut dire, la voix de Dieu, la voix existentielle. Chez les religieux, c'est celle-là, là, on est appelé pour exercer, je ne sais pas, exercer la prêtrise. Mais le modèle pour les professionnels, c'est un peu dans le même sens. Les professionnels entendent la voix et décideront d'aller exercer une profession pour servir leur prochain, servir le public. Donc ça fait partie du modèle de l'époque. On est toujours au début des années 1930. On se regroupe, on se donne des valeurs, on se fait une promesse, puis on sert notre prochain. Et ça, ce sont les premiers pas des professions libérales. Hein. Par libéral, on parle pas du Parti libéral du Québec, là. On parle de libéral au sens de liberté, là, donc des personnes qui sont à l'époque libres d'esprit, libres de contraintes, libres d'horaires, libres de salaire. Ils n'ont pas de salaire, hein. Ils prennent plutôt des honoraires. C'est une distinction qu'on fera en classe éventuellement. Libre d'autorité. Il n'y a pas de patron. Si on est avocat, ingénieur, il n'y a pas de patron. On est notre propre patron. Puis c'est comme ça à l'époque, puisqu'on donne un service public. Et il reste des traces de tout ça. Ça vous semble peut-être dépassé. Ça fait longtemps, 1930, mais si on regarde aujourd'hui la cérémonie du jonc au Québec, hein, la cérémonie de la bague, là, je dis jonc, mais à l'écrit, ça se voit mieux qu'à l'oral, là. Le jonc, donc la bague, la cérémonie du jonc au Québec. Pour les ingénieurs, c'est exactement ça, là. C'est-à-dire que vous allez assister à une forme de cérémonie qui a quelques apparences avec une cérémonie religieuse, là. C'est-à-dire qu'on se tient par la main, on fait les louanges de la profession, puis on fait une promesse solennelle ensemble, puis on promet de respecter certaines valeurs, puis de se mettre au service du prochain. Donc, évidemment, il y a un côté un peu vieillot dans ce rite de passage. Ça vous semblera peut-être un peu anachronique, un peu étrange tout ça. Du moins, vous me direz ce que vous en pensez sur les forums, mais pour moi, ça reste quand même inspirant tout ça. Hein. Ça m'émeut toujours là, ce contact-là d'une génération avec ses ancêtres. Hein. Donc, de répéter un geste comme ça
à travers le temps, répéter le rite, le même rite d'une génération à l'autre. Hein, et quelque chose d'inspirant, malgré évidemment son côté un peu vieillot. Donc, 1930-1950, on a des regroupements basés sur un sentiment d'appartenance, hein, quasi religieux. C'est des groupes où on se donne des valeurs, puis on se regroupe autour de ces valeurs, puis de l'excellence de l'exercice de l'excellence de la discipline, puis un modèle, une structure qui semble plaquer sur les ordres religieux. Et puis suit dans l'histoire la guerre. La guerre. Puis la fin de la guerre. Hein? Ça s'est bien passé. Donc 39-45. Puis qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Il y a la naissance de plusieurs petits bébés hein, post-deuxième guerre, ce qu'on appelle en sociologie les baby boomers. Donc ce boom de plein de petits bébés après la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'en parle parce que sociologiquement, c'est très important pour comprendre l'histoire du Québec, comprendre le rôle des baby boomers, leur rôle dans l'histoire du Québec. C'est très important. Puis pour vous, les baby boomers, ce sont vos grands-parents. Hein? Donc là, ici, dans l'histoire, on est en 1950, donc après la Deuxième Guerre. Et là, il y a plusieurs bouleversements historiques pendant ces années. Qu'est-ce qu'on voit qui se dessine dans la société? C'est qu'il y a une forme je dirais, pour vos grands-parents, dans la société, il y a une décroissance du travail manuel. Hein. C'est-à-dire que c'est plus important de savoir travailler de ses bras, de se servir de sa force physique. C'est plutôt le travail intellectuel qui est valorisé. C'est plutôt le travail de bureau qui est valorisé. Hein. Donc, on a la mécanisation, l'utilisation des machines dans l'industrie. Tout ça, ça fait en sorte que la force ouvrière, on n'a plus besoin de leurs bras, on a plutôt besoin de leur cerveau. Puis ce qui se passe, c'est qu'on va voir une redirection de la force ouvrière vers un travail plus intellectuel. Puis, ce que ça va faire aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui tentent de se diriger tranquillement vers le milieu du travail vont se donner une formation scolaire de plus en plus poussée et vont se diriger tranquillement, lentement mais sûrement, vers les universités. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette redirection de la force ouvrière vers un travail plus intellectuel, il y aura une grande pression qui sera plutôt exercée sur les universités. Alors ici, on est au tournant 1960, ce qu'on appelle la Révolution tranquille à l'époque. C'est une révolution, révolution parce qu'il n'y a pas eu de bombe, là. C'était une révolution par, je dirais, le savoir, l'éducation, donc. Puis, au passage, là, tranquillement, il y a une mise à distance du religieux. Donc, on va sortir le religieux de plusieurs de nos institutions, y compris les institutions d'éducation. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à cette époque, il y a une grande croissance du savoir. Et pourquoi? C'est parce que vos grands-parents, à cette époque, donc les baby boomers, vont se diriger, je le disais plus tôt, vers l'université, mais ils sont tellement nombreux que faut s'ajuster. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'ils avaient l'âge d'aller dans des écoles secondaires, on leur crée des écoles secondaires. Hein. Si vous vous demandez pourquoi ils ont l'air vieilles, ces écoles-là, c'est parce qu'ils ont l'âge des baby boomers. On leur crée aussi en 1967, c'est la création des cégeps. Donc, ces mêmes baby boomers se dirigent vers l'université. Puis, avant de rentrer à l'université, il y a tellement de monde qu'il faut créer de nouvelles institutions pour accueillir cette masse-là. Puis, une des premières institutions qu'on va créer, c'est les cégeps, pour justement essayer de filtrer, créer, s'assurer que les bonnes personnes se dirigent vers les professions, les métiers plutôt techniques, puis que ceux qui veulent se donner une formation universitaire soient dirigés vers les universités. Mais il y en a beaucoup qui se dirigent vers les universités. Donc, une formation universitaire, c'est prisé de la plupart de la grande majorité de cette génération-là, des baby boomers. Puis, ce que ça fait, c'est une grande pression sur les institutions universitaires de l'époque. Hein? Donc, 3 universités à l'époque pour
pour accueillir tout ce beau monde-là. Là. Donc, McGill, Université de Montréal, Université Laval, c'était les 3 seules universités à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir tous ces baby boomers? Ben, on va créer, en 1968, le réseau des universités du Québec. Hein, vous avez peut-être entendu parler en fait, vous connaissez ces institutions-là. Là. Donc, l'UQAM, l'UQAC à Chicoutimi, donc l'Université du Québec à Chicoutimi, Trois-Rivières, l'UQTR. Donc, il y en a plusieurs au Québec. Là. Ça commence toujours par UQ pour Université du Québec, puis après ça, le nom de la ville. Pourquoi on a créé tout ça? C'était pour répondre aux besoins de ces baby boomers, hein, à ce grand nombre de jeunes qui voulaient avoir accès à l'université. Donc, c'est justement dans cette volonté de démocratisation du savoir, ici le terme est vraiment bien choisi, là, c'est de donner le savoir à la démocratie, donc au nombre, littéralement. Là, on a un nombre de personnes qui veulent être éduquées, il faut leur donner accès aux institutions universitaires. On va leur créer même des institutions universitaires pour enrichir le bassin d'universités qui pourraient les accueillir. On va même créer dans ces nouvelles universités-là là, des champs universitaires qui sont un peu plus ancrés dans leur milieu. Là. On va voir que, je ne sais pas si vous regardez l'Université du Québec à Rimouski, il y a une spécialisation en biologie marine. En Abitibi, c'est les foresteries. L'UQAM à Montréal, bien, les beaux-arts se sont installés là parce que justement, les artistes ont plutôt tendance à migrer vers les grandes villes. En tout cas, la vie artistique est peut-être plus riche en ville, dans les grandes villes, au centre-ville. Mais peu importe. Revenons à l'histoire du professionnalisme. La période, c'est 1950-1910. Et, je le répète, vos grands-parents se forment. Ils s'éduquent. Et le résultat, c'est la création de plusieurs nouveaux champs du savoir et d'expertise. Hein, c'est qu'à cette époque-là, il va y avoir apparition de plusieurs nouvelles professions, donc plusieurs nouveaux, avec les universités, on se forme, on développe des nouveaux savoirs universitaires, puis ces populations accrues, formées à l'université, vont sortir éventuellement des universités. Donc, vous imaginez le nombre là, de baby boomers formés à l'université, formés dans toutes sortes de belles disciplines intellectuelles, prêts pour le milieu du travail. Mais ce qu'on voit à l'époque, c'est une pression importante sur les corporations professionnelles existantes. Hein, les corporations professionnelles, les belles associations là, de vos arrière-grands-parents, là, imaginez ces associations-là là, qui sont plutôt calquées sur le modèle religieux. Là, il y a cette manne d'étudiants sortis des universités avec une belle formation théorique et universitaire qui se retrouvent à cogner à la porte de ces corporations-là pour eux aussi faire partie des corporations professionnelles. Donc, vos grands-parents, là, tout le monde voulait être ingénieur, médecin, arpenteur, notaire. Tout le monde, en fait, presque tout le monde, parce qu'il y en a d'autres qui voulaient aussi exercer de nouvelles professions. Parce que ça aussi, ça se passe à l'époque. Hein. On fait croître le savoir universitaire, mais on diversifie aussi le savoir universitaire. Là, on a des formations en éducation, administration, psychologie, sciences sociales. Puis tout ce beau monde-là sont formés, donc éduqués. Hein, ce qui va donner naissance à plusieurs groupes qui vont s'associer eux aussi sous forme de corporations, associations professionnelles. C'est comme ça qu'on se désigne. Là. Donc des associations de psychologues, d'éducateurs, d'administrateurs, de gestionnaires, de comptables. Et la pression qui sera exercée, ce sera sur le système professionnel en soi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une pression très intense exercée sur le système. Non seulement, c'est-à-dire qu'on cogne à la porte, imaginez vos grands-parents, on cogne à toutes sortes de portes. Donc, on cogne aux portes des professions existantes en disant, ben moi aussi, je veux faire partie de l'ordre des ingénieurs. Moi aussi, je veux faire partie du collège des médecins, arpenteur, géomètre. Puis en plus, il y a d'autres portes on cogne à d'autres portes, c'est-à-dire que ceux et celles qui ont une formation en psychologie, éducation,
gestion, comptabilité, eux aussi vont cogner, mais là, ici, c'est à la porte du système professionnel en disant, nous aussi, on voudrait être reconnus comme étant des professionnels plein titre, hein? Avec les mêmes libertés. On veut être aussi libre on a le même genre de formation qu'un médecin, qu'un notaire, formation intellectuelle, pratique, sociale, engagée. Ben, nous aussi, on veut avoir les mêmes libertés, les mêmes avantages sociaux, le même prestige. Donc ça, c'est la tension à l'époque, hein. C'est une époque, je parle de tension, mais c'est un peu le chaos, là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs professionnels, plusieurs personnes qui se disent professionnels, alors qu'ils n'ont pas d'association professionnelle reconnue. Et il y en a plusieurs qui font partie d'associations ou de corporations professionnelles reconnues, mais qui n'ont pas les compétences ou la formation. Donc, vous imaginez le chaos qui exerçait, qui était à l'œuvre à l'époque. Et devant le chaos, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on tente de faire de l'ordre. Hein? L'avez-vous vu la transition, là? On va tenter, devant ce chaos, de faire de l'ordre. Et pour faire de l'ordre, on est en 1970 ou 73, 1973, tiens, pour être plus précis, parce que là, on va faire de l'ordre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle structure légale. Ben oui, des lois, des règles, des normes pour remplacer l'ancienne structure. Hein, l'ancienne structure, c'est celle que je vous dépeignais un peu plus tôt, une structure plutôt sociale, morale. Puis cette structure légale va être créée dans un contexte encore plus chaotique que le contexte de création de la commission Castonguay-Nepveux. Donc ça, c'était une commission, j'ai parlé de la commission Charbonneau en classe. Ici, c'est une commission sur la santé. Donc, c'est une commission d'enquête, là, mais sur le réseau de la santé puis les besoins en santé. Puis le contexte était vraiment chaotique. Là, écoutez, on a vu à cette époque le refus d'accorder le statut de médecin chirurgien à des étudiants qui avaient été formés en médecine et en chirurgie à l'Université de Montréal. Donc, vous imaginez là, à quoi ça pouvait ressembler? On se forme pendant 4 ans, puis à la fin, ben, votre ordre professionnel dit non. Tu as été formé à l'Université de Montréal, puis on ne reconnaît pas ta formation. Donc, ça grognait, c'est le chaos, on a besoin d'ordre, on a besoin de règles un peu plus claires. On aimerait ça savoir qui est un professionnel, puis qui peut porter le titre de professionnel. Qui est médecin, ingénieur, avocat? Est-ce que tous ceux qui se disent médecins, avocats, ingénieurs sont légitimes? Puis, c'est quoi le parcours universitaire? Puis, dans quelle université? Puis, est-ce que ce parcours-là est valide? Puis, qui peut se targuer d'utiliser le titre de médecin, arpenteur, géomètre? Qui peut poser des gestes aussi? Parce que ça, c'est un autre problème. Certains se disaient médecins, arpenteurs, ingénieurs pour poser des gestes d'ingénierie, des gestes médicaux, mais n'avaient pas les compétences ou prétendaient faire partie d'un autre professionnel, puis il n'y avait pas moyen de le valider. Donc, qu'est-ce qu'on fait face au chaos? On se tourne vers le législateur. Hein? On se tourne vers celui qui peut faire des règles. Hein? La haute politique, c'est ça, là. Quand on décide d'élire des personnes en politique, c'est pour leur donner le mandat de créer des lois et créer des lois pour faire un peu d'ordre dans ce chaos qu'est la vie en société. Du moins, c'est la prémisse pourquoi on donne autant de privilèges à cette classe politique pour faire des lois, créer des lois pour que ça se passe un peu mieux pour nous. Donc, on est en 1973 et créer des lois, on va le faire. Hein, on va créer le Code des professions. Donc, ça, c'est le document fondateur, là, donc le Code des professions en 1973. C'est un code qui a force de loi. C'est ce code qui va déterminer plusieurs choses. Donc, au nom de la loi, on va décider qui peut porter des titres, hein, ingénieur, arpenteur, chimiste. C'est dans ce code qu'on va déterminer quel type de formation, quels sont les actes qui seront protégés.
Hein, puis là, ici, il faut comprendre que si vous n'avez pas le titre, vous ne pouvez pas poser les actes et si vous le faites, vous aurez des sanctions. C'est ça, avoir force de loi. Et là, ici, il faut voir la force de ce changement dans le cœur du système professionnel. C'est une profession qui se définissait par un sentiment d'appartenance. On le voit dans l'histoire du professionnalisme, c'est un peu ça. On a un ensemble de valeurs partagées. C'est une structure qui ressemble un peu à l'approche à une structure religieuse. Ben, tout à coup, c'est un basculement total. On passe d'un système qui ressemblait à ça à un nouveau système qui est un système légal. Donc, basé sur le contrôle, les lois, les normes, les règles, la surveillance des membres. Donc, c'est une approche totalement légaliste là, ou normative. Donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe au tournant de 1973. Et vous savez, ce rythme, cette circularité, là, ces phases d'alternance entre désordre et intervention du législateur, il y en aura plusieurs dans l'histoire du professionnalisme. Là. Donc, c'est souvent un modus operandi là, qu'on va reconnaître, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises dans l'histoire du professionnalisme, il y a des crises, il y a une certaine phase de chaos, de perte de confiance du public. Le public se retourne vers le législateur. Le législateur crée des lois, des règles. Donc, si jamais vous vous demandez pourquoi il y a des normes, des règles, pourquoi il y en a autant autour de moi puis dans l'exercice de ma profession, c'est souvent ce cycle-là. Là. Donc, crise, problème, on demande au législateur, le législateur crée des règles, des contraintes, va les imposer, va donner même des outils pour surveiller, sanctionner. Donc ça fait partie du rythme typique de l'évolution là, du système professionnel au Québec. Mais à retenir, donc depuis 1970, c'est la structure sociale, morale, qui était là à l'époque, qui est désormais remplacée en 1973 par une structure légale, hein, un code des professions duquel code va découler des codes de déontologie professionnelle et tout ça. Suit les années 80. Donc ici, les années 80, il faut imaginer de la musique électronique. Je pense que si on veut penser aux années 80, il faut penser à votre prof qui porte des vêtements fluo, puis qui a les cheveux courts sur le dessus, puis longs dans le cou. C'était laid. Mais en même temps, vos parents ressemblaient aussi à ça, parce qu'en 1980, il faut voir la naissance de vos parents ou la jeunesse de vos parents. Dans le système professionnel à l'époque, qu'est-ce qui se passe? C'est l'émergence du système de qualité totale. Hein, le Total Quality Management, ou on traduit ça par le management par la qualité. Donc, vous savez, les normes ISO, puis toutes sortes de normes là, qui sont là pour valider la qualité du processus, sinon la qualité du produit. Puis dans l'ouvrage de Legault, vous allez voir que Legault attaque un peu ce système-là, et je pense qu'à raison, puis il faut voir pourquoi. C'est parce que à cette époque, bon, derrière l'idée de qualité totale, c'est intéressant, mais en même temps, c'est aussi la naissance du clientélisme. Hein? Donc l'idée que c'est toujours le client qui a raison. C'est pas nécessairement la personne qui exerce un jugement, qui fait une recommandation ou qui propose un produit. C'est pas si important que ça. Qui est la personne ou quelle est son appartenance ou quel est son statut. Ce qui est important, c'est qu'elle satisfasse le client. C'est que son produit ait de la qualité, c'est que son jugement soit fiable, c'est que sa décision soit bonne. Puis ça, c'est pas rien comme basculement, puisque lorsqu'on parle de satisfaction du client, pour vous, votre client, puis pour votre ordre professionnel, le client, c'est votre patron. Donc, c'est un peu ça le danger. Donc, on dit, bien, satisfaire le client, c'est celui qui paye, c'est normal. Mais il faut voir à qui on s'adresse. Là. Pour votre ordre professionnel, le client, c'est le premier bénéficiaire, ça je vais le dire à plusieurs reprises. Le client, c'est le premier bénéficiaire de vos services. Qui est le premier bénéficiaire de vos services? C'est votre patron. Hein? C'est souvent la personne en position d'autorité. Puis cette idée de satisfaire le client à tout prix, ça pose problème.
hein, parce que, bon, c'est une idée qui est intéressante en marketing, par exemple, de l'idée de satisfaire le client. C'est important d'en tenir compte. Les normes ISO, c'est pas pour critiquer l'importance d'avoir des produits de qualité, sécurité, des processus qui sont fiables. Le but, c'est de voir la conception du professionnalisme qui se cache derrière ça. Hein, la satisfaction du client. Pour Legault, c'est dans ce mouvement, c'est à partir de 1980 que cette idée de satisfaction du client à tout prix va prendre de plus en plus de place dans la profession. Puis Legault fait bien de le mentionner, hein, les actes posés par les professionnels, on veut satisfaire le client, mais à la fin, le bon geste, la bonne décision du professionnel, c'est pas toujours de satisfaire le client. Parfois, la décision, c'est contraire à ce que désire le client. Ça peut être très décevant pour un client de lui donner une opinion professionnelle. Ça peut être très frustrant de lui dire qu'il ne pourra pas réaliser tel projet en raison de telles normes, de tels problèmes, de tels risques. Hein? Donc, cette relation-là est importante à repenser dans le contexte de satisfaction du client à tout prix. Le client, pour vous, c'est le patron. Puis de lui promettre à tout prix de le satisfaire, c'est problématique. On reviendra à ce problème-là dans le module 8, le conflit, ce qu'on va appeler le conflit de loyauté. Vous devez être loyal envers votre ordre professionnel et loyal envers votre employeur. Donc, vous ne pouvez pas, les deux sont importants. Donc, vous ne pouvez pas seulement lui promettre la satisfaction du client. Vous avez d'autres obligations, notamment envers votre ordre professionnel. Mais on y reviendra plutôt au module 8. C'était les années 1980. Donc, le mouvement dit de la qualité totale, des normes ISO, de la qualité, de l'idée, du clientélisme, de l'idée que c'est la satisfaction du client qui importe, puis que les professionnels, leurs vertus, ce qu'ils sont, c'est pas si important que ça. L'important, c'est que ce soit le client qui soit satisfait. Dernière étape, d'ailleurs, pour Georges Legault, là, c'est l'étape pour lui la plus récente. Donc, il faut voir à l'époque, c'est quand même un livre qui commence à dater, mais pour lui, on est au tournant des années 2000, mais il faut voir pour vous si vous pensez que les questions soulevées par Legault sont toujours pertinentes. Legault nous dit dans cette description des années 2000, Legault nous dit nous sommes à une époque de crise sociale. Ça, c'est la quatrième étape là, dans l'histoire de l'histoire du professionnalisme. Selon Legault, on arrive à une étape de crise existentielle où on se questionne sur la pertinence sociale des ordres professionnels, sinon des professions elles-mêmes. Puis il faut voir le contexte qui a précédé tout ça. On a traversé plusieurs crises. En 1973, c'est la commission SECO, où là, on parle de problèmes dans l'industrie de la construction, crime organisé. Ça va revenir souvent. Hein? 1974, la commission Clich, syndicalisme, problèmes dans l'industrie de la construction, crime organisé. Malouf, la commission Malouf, sur la construction du stade olympique, j'imagine que vous en avez entendu parler. Dépassement de coûts, industrie de la construction, crime organisé, hein, ça revient encore. Et commission Charbonneau, celle-là, vous la connaissez un peu mieux. Donc, on sort de crise. Et on sort de crise pourtant avec un cadre normatif très bien établi. Là. On a un code des professions qui a force de loi et pourtant, on ne réussit pas à baliser, donner du sens, encadrer, puis créer un ordre professionnel envers lequel les professionnels en exercice auraient confiance puis ils trouveraient du sens. Et donc, dans les années 2000, nous dit Legault, on pose plusieurs questions. Écoutez, est-ce que ça sert à quelque chose tout ça? Je pourrais vous résumer la question principale de Legault. Là. Est-ce que ça sert à quelque chose? Après tout ça, là, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement déréglementer la profession? De toute façon, c'est une profession qui se définit seulement par la qualité de ses services. Donc, on pourrait juste déréglementer puis juste s'assurer que les professionnels donnent des services de qualité puis des produits qui sont sécuritaires, produisent des produits qui sont sécuritaires. Puis,
Est-ce que ça existe encore, l'idée d'un rôle social pour un professionnel ou sont seulement des artisans au service d'un client qu'on appelle le patron? Est-ce qu'ils ont encore un ensemble de valeurs partagées? Ils avaient ça au début de la profession, là. Est-ce qu'ils ont encore des valeurs partagées ou c'est simplement un assemblage de professionnels qui ont chacun leurs valeurs? Est-ce que ça existe un idéal professionnel? Est-ce qu'on peut en débattre? Est-ce que ça existe encore? Ou chacun sa conception du professionnalisme? Et Legault nous parle de cette époque, donc de crise, de redéfinition, de questionnement, sinon de disparition. Et vous, ben vous arrivez à ce bien drôle de moment dans l'histoire. Question, crise, redéfinition, disparition. Puis vous êtes là. Ben oui, parce qu'à à la fin de toute bonne histoire, il y a vous. Hein, vous qui m'écoutez patiemment et attentivement pendant 20 minutes. Oh non, ça fait. Oh, ça fait plus que 20 minutes. Oh non. Mais vous, après cette histoire, je vous ai raconté cette histoire du professionnalisme. Avez-vous, vous aussi, l'impression qu'elle est en crise? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le terme professionnel? Est-ce que vous vous dites, si je dis professionnel, la première fois que vous avez entendu ce mot-là, là, au cours 1, là, est-ce que vous vous êtes dit, oui, j'adore le professionnalisme, un ordre professionnel, j'ai bien hâte d'apprendre tout ça, ou que c'est ça, un ordre professionnel, pourquoi un cours d'éthique, puis un ordre professionnel, ça donne rien, les cotisations sont trop chères. Hein? Qu'est-ce que vous savez du professionnalisme? Quelle est votre identité professionnelle? Comment se porte-t-elle, tiens, cette identité professionnelle? L'identité professionnelle là, qui serait le résultat de toute cette histoire du professionnalisme, là, qui s'incarnerait désormais en vous, là, votre identité professionnelle. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a disparu? Est-elle fragile? Je pose ces questions, mais je le sais que vos réponses différeraient selon vos différents parcours, selon les différentes professions choisies. Hein. Il y a vraiment une vraie différence pour avoir questionné mes étudiants puis les professionnels en exercice. C'est intéressant de voir la différence entre l'identité d'un professionnel, disons, arpenteur-géomètre. Hein, son identité professionnelle, les arpenteurs-géomètres, souvent, quand on aborde ces thèmes-là, ils ont tendance à se définir presque exclusivement en fonction de leur profession, en fonction des normes, des lois, de leur code de déontologie. C'est comme si ça faisait partie intégrante de leur identité. Alors que pour l'ingénieur, pour lui, son identité professionnelle, elle est souvent beaucoup plus fragile. Hein. Il va avoir plutôt tendance à fondre son identité avec ce qu'il fait, donc son champ d'application, ou son identité va être peut-être rattachée à son employeur. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort. Mais son code de déontologie, sa profession, un peu moins. Si on prenait les chimistes, par exemple, souvent les chimistes ignorent qu'il y a une profession à leur nom. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a un monde de différence et un monde d'identité. Lorsqu'on parle d'identité professionnelle, elle n'est pas unique. Elle peut différer de plusieurs entre les individus, mais aussi entre les différents champs d'exercice de la profession. Donc, différentes façons de penser sa profession, de comprendre son rôle dans la société. Puis pourtant, pour la majorité d'entre vous, hein, vous vous dirigez vers une profession. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Vous la connaissez mal. Vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de votre profession, à part ce court podcast, là. Donc, c'est vous dire comment c'est peu, là. Donc, vous connaissez mal votre profession, vous ne connaissez pas l'histoire du professionnalisme. Puis, malgré tout, puis certains vont même douter de la pertinence, sinon de la valeur de cette profession-là. Puis, malgré tout, vous vous dirigez vers cette profession-là. Donc, vous avez choisi un programme, un corpus de cours qui vous mène vers la profession. Donc, vous vous dirigez vers une profession qui, pour vous, n'a pas vraiment d'histoire, de pertinence, sinon même pas de valeur. Mais pour certains d'entre vous. Mais j'espère que vous vous rendez compte de la difficulté existentielle de tout ça, là. Hein? Vous vous êtes engagé
dans une voie qui vous mène vers une profession dont vous ne connaissez pas l'histoire, dont vous doutez de la pertinence, sinon de la valeur. Hein? L'absurde. L'absurde, nous disait Camus. Hein? L'absurde est le silence déraisonnable du monde. Tiens, avez-vous déjà lu Camus? Il faudra lire un jour, hein? Le mythe de Sisyphe. Allez lire ça. Sinon, l'absurde, disais-je. Donc, s'inscrire. L'absurde, c'est quoi? Nous disait Camus, c'est s'inscrire dans un programme qui mène à une profession, mais une profession qui, pour moi, n'a pas de sens, n'a pas de pertinence, n'a pas de valeur. Hein? Comment donner sens à une profession dans laquelle vous allez de toute façon faire bientôt vos premiers pas? Donc, voilà la question qui se pose et qui décrit bien cette époque de crise identifiée par Legault. Et si ces pensées, ces réflexions, ces questions vous font réfléchir, ben nous sommes sauvés. Piou! Parce qu'au moins vous cherchez avec moi le sens puis la pertinence de la profession, la valeur de la profession. Puis parce que vous vous inscrivez dans l'histoire de vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents, parce que c'est ça, hein, parce que si vous faites ça, vous aussi, vous pouvez, par vos réflexions, vos réponses, donner du sens puis de la valeur à cette profession. Puis sinon, ben, si mes questions ne vous intéressent pas, ben, je ne veux pas vous inquiéter, mais vous êtes en train de suivre un cours qui vous mène vers une profession qui n'a pas de pertinence dans votre cursus, pour vous, puis vous cheminez vers une profession qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'histoire, n'a pas de sens. Et en plus, qui risque de disparaître. Un petit cours d'histoire aujourd'hui qui sera pour vous une perte de temps. C'est sûr. Hein? Ça fait mal, hein, de le penser comme ça. Mais en même temps, là, je ne suis pas pessimiste. Hein. Vous me connaissez, au contraire. Vous le savez, si je vous donne ce cours, si je vous enseigne tout ça, si je vous fais ces podcasts, puis tout ça, c'est que je crois très sincèrement en la pertinence de ces professions-là, en la pertinence surtout de vos réflexions, vos questions, vos prises de position. Comment vous allez donner du sens et de la valeur à votre profession? Comment reconnecter, autrement dit, avec tout ça? La beauté de tout ça, c'est que ça dépend de vous. Hein? Moi, j'ai bien peu à... Je peux vous raconter l'histoire, mais l'histoire du professionnalisme, elle va se faire sans moi. Je suis juste là pour vous la raconter. C'est vous qui allez la faire. Hein? C'est vous les futurs professionnels de demain. C'est vous qui allez exercer cette profession dans 5 ans. C'est vous qui allez la structurer puis qui allez intervenir dans les différentes institutions pour lui donner sens à cette profession. Mais avant d'être là, avant ces 5 années, avant d'exercer la profession, vous devez savoir c'est quoi une profession. Vous devez savoir d'où vous venez. Hein, avant de savoir où vous allez, vous devez savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Et cette petite aventure historique dans l'histoire du professionnalisme était nécessaire en ce sens. Et je vous en ai fait un bref résumé et je vous invite à consulter l'enregistrement de cours pour en savoir un peu plus et davantage sur l'histoire de vos prédécesseurs. L'indice cette semaine, connais-toi toi-même. Bon, voilà, c'était mon résumé. Quoi faire maintenant dans ce module 5? Vous le savez maintenant. C'est simple, je n'ai pas besoin de vous répéter. Vous êtes bien familier avec tout ça. Vous allez consulter la marche à suivre du module 5. Puis, vous faites dans l'ordre les étapes que je vous ai données dans cette marche à suivre. Je ne vous en dirai pas plus cette semaine. Les objectifs du module 5, c'était d'atteindre les objectifs suivants. Êtes-vous capable d'expliquer comment, historiquement, les ordres professionnels se sont constitués au Québec? Êtes-vous capable? Si oui, vous avez atteint cet objectif. Êtes-vous capable d'identifier les principaux jalons
de l'histoire du professionnalisme au Québec. Êtes-vous capable de me nommer quelques jalons historiques de l'histoire du professionnalisme au Québec? Si oui, vous avez atteint cet objectif. Puis le dernier objectif, j'en ai pas parlé dans le podcast, donc vous n'êtes pas capable d'y répondre, théoriquement, c'est de distinguer les différents modèles de professionnels, des différents modèles d'ordre professionnel qui ont été promus au cours de l'histoire du professionnalisme. Et ça, je vais vous expliquer ça en classe demain, mardi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se voit en classe ou sur Zoom demain, mardi, pour en savoir plus sur l'histoire de votre profession, savoir d'où vous venez, pour savoir où vous allez, savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Connais-toi toi-même, on poursuit cette aventure demain, mardi. On se voit en classe. Sinon, courage. Je sais que vous progressez bien. Je vois les stats. Ça progresse bien, tout le monde. Gardez le rythme. On se revoit bientôt. D'ici là, travaillez fort. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.